nous avoir rejoints donc, pour cette table ronde, ce webinaire consacré donc au partenariat public-privé hospitalier et plus précisément sur l'impact sur les stratégies d'achat. Donc moi-même, je me présente rapidement, je suis Olivier Cotton, je dirige le bureau européen de la société donc The Mercatech Group, qui est une société d'études spécialisée pour l'industrie de la santé. Et nous avons donc autour de cette table virtuelle 4 personnes. Monsieur Bernard Bensadoun, qui est le directeur général de la Polyclinique de l'Atlantique à Nantes, monsieur Yann Dubien, qui est directeur général du CHU d'Angers, monsieur Jean-Michel Budet, qui est directeur général adjoint de la PHM, et monsieur Michel Millier, qui est directeur général de la clinique Bretéché à Nantes. Merci de votre présence. Nous allons commencer donc assez rapidement. L'idée dans un premier temps, c'est de faire une rapide revue de votre perception, ou en tout cas de ce que vous mettez dans une définition des partenariats publics-privés, pour assez rapidement basculer sur l'impact que vous envisagez en termes d'application possible et aussi en dernière partie sur les stratégies d'achat et d'investissement. C'est vrai que lorsqu'on évoque les partenariats publics-privés, on a souvent en tête l'exemple du centre hospitalier sud-francilien où il y a eu un battage médiatique assez important. Néanmoins, il y a certainement beaucoup d'autres exemples, peut-être moins médiatiques, mais qui existent et qui permettent d'appréhender peut-être plus finement cette solution et les bénéfices qui peuvent être retirés de ces partenariats publics. Alors dans un premier temps, j'aimerais, si vous le voulez bien, je vous donnerai la parole peut-être les uns après les autres, et puis après on pourra peut-être échanger de manière plus libre, ou en tout cas plus sur la forme de débat, mais peut-être dans un premier temps une définition, ou en tout cas essayer de fixer un petit peu le cadre de la conversation pour qu'on comprenne bien de quoi l'on parle, et si on peut mettre une définition sur ce qu'est un partenariat public-privé hospitalier. Qui se propose de commencer pour prendre la parole? Est-ce que M. Bensadoun, vous souhaitez commencer? Vous étiez le premier sur la liste. Puisque vous me donnez l'occasion, mais vous l'avez fait, mais je crois que c'est important d'insister et d'être précis sur la sémantique. C'est vrai que lorsque dans le monde hospitalier, on parle de PPP, partenariat public-privé, ça évoque quelque chose de très précis. Et vous l'avez dit, c'est plutôt dans le domaine de la construction et du bâti hospitalier. Et on a effectivement quelques exemples d'hôpitaux qui se sont soit reconstruits, soit ont mené des programmes d'extension et de rénovation au travers de PPP, partenariat public-privé, mais qui engageaient à ce moment-là plutôt le privé, mais sur son volet corps de métier. Le partenariat public-privé auquel vous faites allusion et sur lequel j'imagine que vous avez prévu de nous questionner ce soir, on le définit plutôt comme des coopérations entre établissements de santé, publics et privés. Voilà, je pense que cette précision sémantique, elle est importante. Et au-delà, effectivement, il existe des exemples de coopération entre l'hôpital privé et l'hôpital public qui date majoritairement de la loi Hôpital Patient Santé Territoire, qui en a assuré la promotion et qui considérait que c'était un outil d'efficience et qui préexistait avant même la loi HPST. Tout à fait. D'autres points de vue, peut-être donner la parole à la partie publique de cette table ronde, Monsieur Dubien peut-être? Oui, c'est une définition, mais pour moi, le partenariat public-privé, en fait, c'est simple, ça confie un marché, la construction, l'entretien, et la gestion même d'un établissement public, d'un hôpital en l'occurrence pour ce qui concerne le secteur hospitalier, et puis voilà, c'est financé par un groupe privé qui est attributaire du contrat, et puis c'est l'établissement après qui va rembourser sous forme de loyer, voilà, c'est une sorte de leasing pour moi sur plusieurs années, entre 10 et 40 ans, une forme de leasing, on rembourse tous les mois un loyer. Donc ça a l'avantage, si vous voulez, de pas débourser d'argent d'un coup, mais de lisser dans le temps le financement d'un bien et de profiter des avantages du secteur privé qui a souvent des dispositions juridiques et législatives plus avantageuses en termes de marché. Voilà ce que c'est pour moi un contrat. Vous pensez par exemple aux appels d'offres qui sont peut-être plus moins formels dans la partie privée, c'est un exemple?
Par exemple, et puis surtout les groupements connaissent souvent mieux tout ce qui est bâtiment, etc. Donc ils ont plus de facilité que nous. Ça, ils raccourcissent les délais sur la réalisation des travaux. Vous voyez, c'est plutôt à ça que je pense. D'accord. Et puis souvent ils peuvent optimiser les coûts d'entretien ultérieurs. Enfin ça, c'est en tout cas ce qu'on nous présente comme avantage du PPP, parce qu'on a vu effectivement plusieurs exemples qui montrait que c'était une approche théorique, parce qu'en réalité, on n'arrivait pas à ça au final. Voilà, c'est assez séduisant au début, hein, parce qu'on étale le budget dans le temps. Hein, le paiement il s'effectue par tranche, par loyer, c'est tous les mois la même chose. Voilà, ça raccourcit les délais souvent de réalisation des travaux, parce que souvent les travaux dans le secteur public peuvent être assez longs. On bénéficie aussi souvent du groupement privé qui va s'occuper de ça. On bénéficie de nombreux services qu'ils ont. Ils ont des très gros services juridiques, vous voyez, plein de choses comme ça, que n'ont pas à disposition, que n'ont pas à disposition les hôpitaux en général, et même les centres hospitaliers universitaires, puisqu'ils seraient gros. Donc voilà, c'est l'approche théorique. Après, ben, évidemment, c'est beau, mais en fait, on s'est rendu compte que, en tout cas pour ce qui concerne les établissements publics de santé, ça s'est souvent terminé par des échecs retentissants, par des bombes à retardement, notamment pour les très grosses opérations. Très bien. Écoutez, on en parlera effectivement peut-être un peu plus dans le détail. Je voudrais juste faire que tout le monde ait la parole pour faire ce premier tour d'horizon. Oui, pardon, c'est moi qui déborde. Ouais. Je vous en prie, monsieur Jean-Michel Budet, votre perception un petit peu sur cette première question d'introduction. Alors j'espère que le son va bien passer parce que de temps en temps ça décroche, mais moi je pense que on peut partir d'un passé assez large vers une période intermédiaire plus étroite et puis un avenir plus large à nouveau. Tout à l'heure, le premier directeur qui a parlé a parlé de coopération entre établissements publics et privés. Donc le partenariat public-privé, c'est éventuellement ça, mais on avait aussi une pratique antérieure, je dirais, au texte de 2004-2005, qui étaient les concessions de services publics, les autorisations d'occupation du domaine public, enfin un certain nombre de dispositions qui faisaient qu'on faisait déjà du partenariat public-privé sous d'autres formes. Et puis est venue cette notion de contrat de partenariat encadré avec la loi de 2004, enfin bon, et puis la mission d'appui nationale qui a été créée en 2005. Nous avons peut-être un souci de son. Oui. Pour évaluer dans un schéma plus organisé et plus contraint, qui effectivement concernait des opérations de construction principalement, dont on a réalisé par exemple une opération relativement importante à Marseille, mais sur le domaine logistique. Et puis je pense que ces expériences-là ouvrent aujourd'hui d'autres perspectives. Alors bien sûr, il y a toujours les coopérations entre établissements publics et privés. Nous, par exemple, on accueille sur le domaine public hospitalier actuellement des établissements privés qui viennent compléter l'offre de soins du CHU et créer des partenariats, notamment dans le domaine des soins de suite. En janvier, on ouvre par exemple 2 cliniques privées sur les hôpitaux sud de Marseille. Et ça se fait dans le cadre d'occupation du domaine public sur des durées relativement longues qui sont de l'ordre de 50 ans. Donc on va vers cela et en même temps, je pense que l'expérience nous conduit à d'autres réflexions sur la gestion propre de notre patrimoine. Donc on est engagé de ce fait dans un schéma directeur immobilier, c'est-à-dire qu'on a une autre approche de l'immobilier hospitalier, on n'est plus seulement dans du plan directeur, on est dans de la valorisation
immobilière. Et on a aussi une approche un peu nouvelle, mais qui est dans d'autres établissements aujourd'hui, sur les acquisitions de matériel médical, avec les offres qui sont faites notamment dans le domaine de l'imagerie, donc de financement par les fournisseurs eux-mêmes. Très bien, alors on a eu quelques... On est parti de choses assez vagues, on est rentré dans un schéma plus cerné, et aujourd'hui on a sans doute de nouvelles ouvertures. Très bien, alors on a juste eu quelques petites coupures de son, mais je pense qu'on a saisi largement l'essentiel de votre message. Monsieur Michel Meignet, peut-être votre voix, votre vision des choses? Je crois qu'elle sera assez comparable à ce qu'a dit Bernard Bensadoun, mais j'entends bien que, presque historiquement et naturellement, c'était ce que nous a présenté M. Bubien, c'est-à-dire finalement un partenariat autour d'un projet immobilier. Mais c'est vrai qu'actuellement, en particulier pour les établissements privés, c'est la volonté, le souhait et probablement l'intime conviction que les choses peuvent aller mieux si on partage, outre des modalités financières, si on partage un projet médical, projet institutionnel, et que bon, c'est certainement largement aussi compliqué. Je partage tout à fait l'affirmation de M. Bubien sur le fait qu'il y a eu quelques opérations qui étaient tout à fait catastrophiques, mais peut-être aussi parce qu'elles étaient les premières, qu'elles étaient justement peut-être trop restrictives, trop de gestion de deux cultures qui étaient bien loin l'une de l'autre. Peut-être que la voie médiane sera une nouvelle fois la bonne voie sur des projets. Puis, comme vous l'avez dit, pour Marseille, ça peut aussi des opportunités. Et ce qui peut se passer dans un endroit tient compte aussi de la géopolitique locale. Oui, tout à fait. Alors, bon, vous avez commencé à le dire les uns et les autres, je pense que le débat se met bien en place. Alors, justement, est-ce que, j'imagine qu'il y a des domaines d'application, vous avez commencé à parler du bâtiment, vous avez commencé à parler de l'équipement, notamment l'imagerie, qui pourrait être un des sujets d'intérêt de cette conversation. Est-ce que vous voyez des domaines d'application, est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire des partenariats publics-privés sur certains domaines d'application? Est-ce que vous imaginez qu'il y a des raisons essentielles sur certains domaines plus que d'autres pour aller vers ou réfléchir à l'adoption d'un partenariat de type public-privé? Je laisse libre la prise de parole pour cette seconde grande question. Alors Bernard Bensadoun, peut-être pour dire que finalement, si on regarde votre question sous l'angle de la structuration et de l'arsenal des moyens juridiques, les possibilités sont non limitées. On peut partager des moyens humains, on peut partager des équipements lourds, on peut partager des tâches administratives, on peut partager de la logistique, on peut tout partager en théorie, et le législateur a prévu l'arsenal de moyens pour encadrer, et en particulier, je pense, au groupement de coopération sanitaire. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, sur l'expérience que vous avez pu constater, des domaines pour lesquels le partenariat a tendance à fonctionner plus facilement, se mettre en place plus rapidement, une coopération avec moins de difficultés dans sa mise en œuvre? Est-ce qu'il y a des domaines comme ceux que vous avez pu commencer à évoquer? Vous me posez la question à moi ou vous la posez à l'ensemble des participants? À l'ensemble des participants, si d'autres, n'hésitez pas à prendre la parole. Jean-Michel Budet, je veux bien dire un petit mot. Moi, je pense qu'on a parlé d'échecs tout à l'heure. Il faut être raisonnable dans ce que l'on veut faire. C'est-à-dire que les échecs, ils ont porté sur des opérations complexes qui sont le cœur du métier de l'hôpital et le cœur du métier dans sa globalité quand même. Donc je pense que l'ambition était trop grande et que certes, ces expériences ont peut-être essuyé les plates, mais en même temps, on était dans un domaine trop mouvant, trop complexe, dans lequel nous-mêmes, on a souvent des difficultés à stabiliser les projets. Donc, est-ce que je peux vous demander forcément la bonne façon? Est-ce que je peux juste, pardon, je vous ai coupé, mais est-ce que je peux juste vous demander un ou deux exemples que vous avez en tête pour préciser ce que vous... Je pense que quand on prend le Sud francilien ou le CHU de Caen, on a des expériences où on veut construire, bon, le Sud francilien, c'est construire un nouvel hôpital.
Ça demande un degré de maturité très important dans avoir une vision. C'est difficile à faire, je pense, dans le cœur du métier hospitalier. Nous, on l'a fait sur une plateforme logistique. C'était beaucoup plus facile parce que les process logistiques, ce sont des process industriels et c'est assez stabilisé. C'est-à-dire qu'on peut faire des progrès. Il y a des progrès robotiques, mais ce sont des domaines qui sont maîtrisés et dans lesquels on peut avoir des objectifs de performance assez faciles à identifier. Je pense que c'est beaucoup plus difficile lorsqu'on construit un hôpital, des blocs opératoires, des réanimations, des services d'urgence. Ça me paraît être d'une autre nature. Donc je pense qu'il faut s'intéresser à ce que l'on veut faire. Voilà. Yann Buvien, je partage le point de vue de Jean-Michel. Effectivement, on voit que ça peut être intéressant sur des opérations qui sont ciblées, qui sont calibrées, genre pour nous en tout cas une crèche par exemple, ou alors une opération sur une biomasse, qui sont des opérations voilà assez simples assez faciles à maîtriser. Et du coup, on peut avoir une maîtrise de l'ensemble du dossier, parce que ce qu'on a vu dans les grands dossiers, notamment sur la construction d'un hôpital en entier, c'est que les structures privées qui organisaient ça sont beaucoup plus armées qu'un hôpital et même qu'un CHU, et donc c'est extrêmement difficile. Il y a vraiment une différence de niveau entre les deux, et notamment au plan juridique et au suivi au quotidien. Donc ça peut marcher, ça peut être très intéressant sur des opérations calibrées, structurées et vraiment maîtrisables, donc des petites opérations de ce type-là, une lingerie, une biomasse, une crèche, quelque chose comme ça. D'accord. Est-ce que si on tend un peu plus maintenant vers les achats d'équipements ou les achats de médicaments, est-ce que sur le slide qu'on présentait, il y a quelques exemples, par exemple le laboratoire d'analyse, l'imagerie, l'informatique, pourquoi pas, est-ce que c'est des sujets qui justement peuvent, ou des domaines d'application qui peuvent se prêter plus facilement que d'autres à ces partenariats? Puisque là, vous avez cité par exemple une crèche, une lingerie, c'est des exemples qui peuvent être éloignés des équipements médicaux. Il y a deux choses. Il y a, vous l'avez sans doute perçu dans les exemples qui sont donnés, il y a les partenariats public-privé où l'hôpital public délègue à un partenaire privé une construction, la livraison d'un bâtiment technique. Et puis après, il y a, encore une fois, des partenariats public-privés où deux établissements de santé s'entendent pour mettre en commun soit des moyens, soit des hommes, soit acquérir ensemble une nouvelle technologie qu'à eux seuls, ils ne pourraient pas acquérir ou à laquelle ils ne pourraient pas accéder. Et il y a de nombreuses illustrations sur l'ensemble du territoire de plateformes technologiques qui se sont montées dans le cadre de GCS. Alors, il y en a dans le domaine de la médecine nucléaire, avec effectivement des PET scans. Les premiers PET scans ont souvent été achetés dans le cadre de GCS. Mais ça touche également la chirurgie robotisée. Ça touchera, je pense, plus difficilement le monde informatique pour des raisons évidentes de confidentialité, de maîtrise des données de santé et d'agrément. Mais sur les équipements lourds, ça paraît évident qu'à deux, on arrive à faire plus de choses que chacun isolément. Et ça, c'est assez incitatif pour amener des partenaires avec un statut différent, le public et le privé, à trouver des terrains d'entente et à trouver des synergies et des intérêts communs pour développer ce type de partenariat. Oui, surtout que pour les équipements lourds comme ça, il y a forcément une autorisation de fonctionnement, et donc cette autorisation, elle est rattachée à un établissement. Et c'est surtout ce maillage est particulièrement intéressant, ce système particulièrement intéressant lorsqu'on s'adresse à des établissements qui peuvent être de taille moyenne et qui peuvent comme ça accéder à des Ben voilà, c'est ça. Oui. Absolument. Oui, exactement. Est-ce que c'est une tendance
particulière? Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Est-ce qu'il y a une perception justement d'une hausse de ce type de partenariat sur le partage d'équipements lourds, comme vous avez pu l'évoquer par exemple? Alors, il y a... Oui, oui, oui. Il y a très clairement une tendance là-dessus, poussée par les agences régionales de santé, qui souhaitent que les établissements publics et privés et PSPH, participants au service public, qui expliquent aujourd'hui pour travailler ensemble et mettre en commun des équipements, parce que les tutelles considèrent que la plupart des équipements lourds ne sont pas utilisés suffisamment, entièrement et sur des créneaux assez amples. Donc on nous pousse en tout cas à mutualiser et à travailler là-dessus. Voilà, moi j'ai tout un travail qui se fait actuellement au CHU d'Angers avec le Centre de lutte contre le cancer, avec un plateau technique commun, plateau technique c'est-à-dire des blocs opératoires et puis de l'imagerie. Voilà, donc ça sera commun et partagé entre nous. Alors après, il y a des modalités à définir de fonctionnement et c'est pas forcément le plus simple, notamment sur le personnel qui y travaille. Mais effectivement, on sent qu'il y a de plus en plus de la part des autorités publiques une volonté de travailler ensemble, voilà, sous l'angle. Après tout, tout ça, c'est de l'argent public, c'est de l'argent qui vient de la sécurité sociale, et il est logique que on mette en commun des équipements qui sont de plus en plus chers et pas forcément, encore une fois, utilisés sur un temps assez ample. Mhm. Pour Je ne sais pas si tout le monde partage mon point de vue, mais moi je sens quand même plutôt une demande là-dessus, en tout cas. Je peux donner, pour compléter, pour vraiment aller dans votre sens, Monsieur Julien, je peux vous donner quelques chiffres que j'ai sous les yeux. En 2006, il y avait 65 GCS constitués, entre le public et le privé. Il y en avait 128 en 2007. Aujourd'hui, on est rendu à 491. Donc on voit voilà. Bon, ouais. Une autre, alors cette tendance avec les chiffres que vous citez qui est effectivement est nette, est-ce que, alors je ne sais pas si vous avez ce regard-là ou cette vision-là, est-ce qu'on est dans une situation très franco-française ou est-ce que vous avez le sentiment qu'au niveau européen, peut-être si on se limite à l'Europe, c'est une tendance qui se regroupe dans d'autres pays comme l'Allemagne par exemple, et est-ce qu'éventuellement il y a aussi des collaborations de ce type-là qui pourraient être envisagées entre des hôpitaux européens, ou est-ce que vous avez quelques idées sur cette question-là? Sur quoi alors? Parce que moi j'ai vécu en Grande-Bretagne en Grande-Bretagne où on a lancé en premier, alors là les PPP, mais façon travaux, c'est-à-dire c'est eux qui ont lancé les premiers des PPP, notamment sur les prisons puis sur les hôpitaux. Tout à fait. Et ils en sont revenus. Voilà, ils en sont revenus parce qu'ils ont commencé, nous on a commencé après. Ils n'avaient pas encore les résultats de leurs opérations, mais le résultat aujourd'hui est extrêmement mitigé, voire négatif en Grande-Bretagne. Ils ont arrêté les PPP, en tout cas pour les grosses opérations. Voilà. Et en France, on a fait ça avec décalage. On a commencé. Moi, je pense qu'à l'époque, il fallait sans doute tenter ce type d'opération. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que c'est difficile et qu'en tout cas, il faut le recalibrer de manière, comme on le disait tout à l'heure, plus technique, plus petite, etc. Moins en ce qui ambitieux. concerne après la mutualisation des personnels, ça, j'avoue que je ne sais pas trop. En Grande-Bretagne, en tout cas, ça n'existait pas parce que tout simplement, il n'y a pas de secteur privé. Exactement, tout à fait. Plus de 95%, c'est un secteur public, et donc il n'y a pas de mutualisation. La mutualisation qui existe en Grande-Bretagne, c'est une autre mutualisation, c'est-à-dire que les gens sont tous des fonctionnaires et donc peuvent aller d'un établissement à l'autre. Voilà, et c'est l'ARS, l'équivalent de l'ARS là-bas, qui au plan régional gère tous les hôpitaux et peut envoyer le personnel où elle veut. Mais ça reste du personnel fonctionnaire. Il n'y a pas de mutualisation public-privé. Le seul secteur privé qui existe est extrêmement réduit et c'est un secteur privé extrêmement coûteux et pas du tout remboursé par les pouvoirs publics, par l'équivalent de la sécurité sociale. D'autres avis sur les exemples? Jean-Michel Budet, donc moi je
Je pense que, bon, là, on a parlé des partenariats entre établissements publics et privés. Bon, la question des contrats de partenariat, c'est aussi le financement des opérations. Et une des raisons, nous, pour lesquelles on s'est orienté vers TT, une de ces raisons était liée au contexte financier. Alors, d'abord, pour nous un haut niveau d'endettement qui faisait qu'on cherchait d'autres solutions que le recours à l'emprunt. Alors c'est une vision peut-être à très court terme, mais pour nous c'était une alternative intéressante. Et puis on s'est retrouvé aussi il y a encore quelques mois dans une pénurie de liquidités qui faisait que, par exemple, sur l'imagerie, nous avons été contents de trouver des fournisseurs qui avaient leur propre organisation bancaire. Par exemple, on a General Electric et Siemens qui ont leur propre structure bancaire et qui sont capables d'accompagner des opérations d'investissement. Donc, il faut, je pense, replacer ces recours aussi dans le contexte général, même si aujourd'hui on est rattrapé, je dirais, sur ces sujets, puisque on intègre aujourd'hui dans la dette publique ces contrats de partenariat. Donc, ça a été peut-être un élément tactique, mais qu'il ne faut pas négliger. Le constat qu'on fait des échecs des premiers PPP lancés, ça a été dit assez largement, ce sont de grosses opérations. Et en fait, on a considéré que le crédit était un moyen d'accéder au renouvellement du parc immobilier hospitalier public sans vraiment mesurer la soutenabilité de projets qui étaient définis avec le partenaire privé dans le cadre d'un contrat assez contraignant. Ce contrat contraignant faisait qu'on ne pouvait pas trop faire évoluer les projets en cours de construction et que souvent le contexte des besoins en soins de la population évoluaient durant le temps du chantier. Et contrairement à une opération de construction traditionnelle, l'hôpital n'avait pas la possibilité de faire évoluer son programme, il était pris par le contrat. Et il se retrouvait à l'issue de la construction détenteur d'un bâtiment qui correspondait plus forcément à ces nouveaux besoins et avec des niveaux de loyer qui n'étaient pas gagés par les recettes de l'assurance maladie et liées à son activité. Mais en revanche, donc, là aussi, il ne faut pas condamner le modèle PPP. Monsieur Bullet rappelait que faute d'une capacité à investir, le crédit pouvait être une solution à la modernisation. Et aujourd'hui, en particulier depuis le décret du 29 septembre 2012, le projet PPP continue d'exister, mais il doit être garanti par une soutenabilité vérifiée par l'établissement et la tutelle. Oui. Très bien. Alors, enfin, il faut prendre en considération, il y a eu quand même un changement assez important depuis 2011 sur les PPP, en tout cas sur tout ce qui est bâtiment. C'est que jusqu'en 2010, les engagements financiers qu'on prenait, enfin sous forme de loyer et tout ça, c'était considéré au plan comptable comme une dette. N'était pas considéré au plan comptable comme une dette, pardon. Et ça évitait de creuser le déficit apparent de l'établissement ou des collectivités locales. Depuis janvier 2011, on est passé à autre chose, puisque maintenant on est obligé de l'inscrire au bilan. Ce qui fait que ça rentre dans la dette et ça a changé drôlement la donne, en tout cas sur les PPP construction. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais revenir sur peut-être un peu plus sur les stratégies d'achat, puis je vois que l'heure tourne, pour essayer de savoir et de comprendre justement quel est l'impact de l'appartenance à un PPP sur ces stratégies d'achat. Donc si on laisse de côté la partie immobilière qui a été évoquée et qu'on revient un peu plus sur les équipements, justement, vous avez commencé à l'évoquer, je crois, en début de discussion sur le fait de simplifier, que le secteur privé avait peut-être certains avantages, notamment dans la gestion et aussi dans les politiques d'achat.
justement, comment vous envisagez et voyez les choses et quels sont les impacts sur la manière dont un PPP pourra acheter demain lorsqu'il sera constitué. Ou en tout cas, quels en sont ses intérêts et peut-être ses obstacles à franchir. Il y a plusieurs éléments, enfin, il y a plusieurs manières de répondre à votre question. Il y a déjà peut-être la performance de l'achat. Il y a également la capacité à acheter plus grand ou une technologie plus avancée quand on se met plusieurs à acquérir, surtout pour des temps d'utilisation qui ne sont pas optimisés si on achète de manière individuelle. Alors c'est ça ce qui pousse au partenariat public-privé et à la constitution en particulier de GCS. On prenait tout à l'heure l'exemple des équipements lourds. Un établissement tout seul ne peut pas se payer un TEP-scan ou un robot opératoire. Or, on sait que ce robot opératoire, si l'établissement l'achète tout seul, il ne va pas l'utiliser la moitié de son temps. Donc, est-ce que la hausse ou l'intention ou le fait que l'ARS incite à développer des partenariats publics-privés est aussi une solution pour augmenter donc les opportunités de financement pour des équipements lourds, comme vous l'avez dit, c'est bien ça? Pas forcément. Pas forcément. En termes d'obtention d'autorisation, je pense que c'est effectivement un facteur incitatif pour nos tutelles, mais en termes de financement, malheureusement, non. D'accord. Je pense qu'effectivement que le PVP, il a un intérêt sur ces matériels lourds. Si on sort de l'immobilier, il a un intérêt sur ces matériels lourds parce qu'il là aussi il y a une cohérence. On parle de la même chose, simplement on va rentabiliser les choses de manière importante. Sur la diapositive qui est là, sur toute l'achat médicamenteux, etc., ça devient beaucoup plus difficile parce que là, on est dans des modes d'utilisation qui sont totalement différents. Et là, je pense que les choses sont beaucoup plus difficiles. D'autres remarques sur par exemple, sur, je ne sais pas, ce qui a pu être mis là, les contrats de maintenance pour ces équipements? Est-ce que la manière d'acheter, la contractualisation, le formalisme de l'appel d'offres, comment vous voyez les choses? Sur les achats, Jean-Michel Budet, là, sur les achats, il me semble que nous, on est engagé dans d'autres démarches, c'est-à-dire qu'il y a une incitation très forte pour les hôpitaux publics à se regrouper entre eux dans des démarches communes. Donc il y a une structure nationale qui s'appelle UniAchat, il y a tout un plan de modernisation de l'achat public et avec la formation des acheteurs, et on est dans une stratégie de groupe, mais de groupe public plutôt, au détriment d'ailleurs peut-être de la coopération locale. Donc, et en particulier ça concerne les plus grands établissements. Donc je pense que là, il n'y a pas de stratégie publique-privée à proprement parler là-dessus. Si on parle de PPP en matière d'achat, c'est plus lié au financement et à des opérations de préfinancement ou d'accompagnement financier de ces équipements. Mais ce n'est pas du groupement d'achat. Vous soulignez vrai pour le public, mais il est vrai également pour le privé, qui a aussi développé des stratégies de regroupement. Et je pense que là, effectivement, les choses apparaissent beaucoup plus difficiles à mettre en place parce qu'elles n'auront pas forcément une efficacité, une efficience évidente. D'accord. Est-ce que vous pouvez développer ce point-là? C'est sur la performance, c'est des mots que j'ai entendu citer tout à l'heure, c'est ce que vous sous-entendez? Alors, c'est moi qui ai évoqué la performance de l'achat, mais M. Budet disait que le moyen de trouver la performance de l'achat aujourd'hui dans le public se fait au travers des groupements d'achat, et je pense qu'il a parfaitement raison. UniAchat a quelques succès à son tableau de chasse sur des négociations massifiées, y compris d'équipements lourds. On pourrait imaginer une performance de l'achat dans le cadre de partenariats public-privé, mais par rapport à ça, je crois qu'il ne faut pas être naïf. L'intérêt de l'industrie, c'est peut-être de vendre un équipement à l'hôpital public, un équipement à l'hôpital privé, en jouant sur la corde sensible des deux établissements qui, de temps en temps, sont concurrents. Et là, en l'occurrence, en termes de volume de vente, l'industriel, il aura plutôt tendance à jouer la concurrence et la corde sensible, plutôt que d'être facilitateur dans la capacité des acteurs à travailler ensemble.
Mais justement, est-ce qu'un partenariat public-privé ou une hausse de partenariat public-privé aurait justement un impact, selon vous, important sur les ventes des industriels? Est-ce que d'un côté, ça peut être une source de financement supplémentaire, ou au contraire, peut-être, vous l'avez dit, il n'y aurait plus que des machines qui seraient mutualisées, et potentiellement une baisse à l'opposé? Je pense qu'il faudrait poser la question à nos tutelles. Je ne sais pas si nous, autour de cette table virtuelle, on sait répondre, mais s'il y avait des mesures incitatives financières au regroupement, au-delà de la délivrance des autorisations, ça aurait peut-être un effet sur notre capacité à envisager des programmes ensemble. Encore plus qu'il n'en existe aujourd'hui. Je crois que c'est M. Lubien, je pense, qui a souligné le fait que si on voulait que ça marche, il fallait que les choses soient bien définies et relativement limitées. Et je trouve qu'en termes de stratégie d'achat, c'est souvent plus complexe, moins comparable entre le secteur public et le secteur privé. Et je pense que c'est mettre pas forcément de la facilité dans quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Donc autant je continue à penser que sur des équipements lourds, sur du matériel lourd, sur des coopérations qu'on peut avoir sur la radiothérapie, etc., c'est certainement très intéressant. Sur d'autres secteurs plus limités, plus différents, je pense que là, ça va être une usine à gaz qui ne va pas être très, très performante pour nous. Donc, une mutualisation ou un travail sur le petit matériel, les petits dispositifs médicaux, je prends un exemple au hasard, vous paraîtrait trop complexe dans sa mise en œuvre, alors qu'un vraiment un équipement lourd est plus facile dans sa mise en œuvre, c'est ça? Ouais. Il en va de même pour tout ce qui est médicaments, je suppose, hein, c'est la même logique? Ah oui, et puis les médicaments en plus, là on a des dispositions juridiques très précises et très difficiles. Il y a toujours la possibilité de créer un GCS pharmaceutique, mais c'est extrêmement complexe. Il y a la responsabilité du pharmacien de chaque côté qui font que, je crois que personne n'a vraiment envie de le faire, ou en tout cas avec beaucoup de précautions. C'est possible, mais c'est extrêmement difficile à faire, très complexe, et ça touche aux prérogatives des pharmaciens de part et d'autre. C'est très difficile, et très risqué. C'est quasi impossible. Voilà, c'est possible. C'est possible. Juridiquement, apparemment, je me suis renseigné sur le sujet, mais c'est extrêmement difficile. C'est difficilement réalisable. Très bien. Écoutez, merci pour ces éléments-là. Est-ce que d'autres remarques ou commentaires sur cette question de l'impact sur les stratégies d'achat, ou est-ce qu'on tend vers la conclusion de cette table ronde peut-être, hein? Il y avait peut-être un point sur la dernière diapositive où il y avait le mot locataire qui apparaissait. Oui. Le mot locataire. C'est peut-être quelque chose qui est en perspective. Parce que, dans le fond, est-ce que les hôpitaux et les établissements publics, privés, continueront toujours à être propriétaires de leurs équipements? On voit bien, le secteur privé a de l'avance sur nous, sur la relation déjà avec ses immeubles, puisque dans beaucoup d'établissements, il y a une foncière qui gère le bâti, et on est locataire de ces murs. On peut penser que sur les équipements, ce chemin pourrait aussi être fait, c'est-à-dire que dans le fond, ce qu'on pourrait demander aux fournisseurs, ce n'est plus une IRM, mais c'est du temps de disponibilité machine que l'on paierait. Donc c'est des pistes peut-être qu'il faudrait explorer, qui sont encore balbutiantes, en tout cas dans le secteur public, mais avec des nouveaux modes de financement, avec des objectifs de performance que nous allons imposer à nos pôles, avec en regard des modes de rémunération, des tarifs, c'est quelque chose qui pourrait très bien être imaginé. Cette notion on est un peu engagé sur ce chemin, sur l'imagerie, et avec des objectifs fixés au pôle d'imagerie. Votre avis, messieurs du privé, sur cette idée ou remarque du pay-per-use d'une IRM, par exemple, si je le traduis avec d'autres mots?
Alors, Oui. M. Budet l'a rappelé, hein, pour le parc immobilier d'un certain nombre de groupes privés, on est déjà dans cette configuration Oui. avec un parc qui n'appartient plus au groupe. Pour l'IRM, ça paraît plus compliqué. Je pense que les modèles qui peuvent sortir sont des modèles où on a du consommable associé, et auquel cas on pourra avoir des mises à disposition d'équipements. C'est déjà le cas par exemple en biologie, et on pourra payer au test rendu. Réellement, on peut être dans des logiques qui ressemblent quelque part à de la location et qui seraient indexées à l'activité. Sur une IRM où il n'y a pas de consommable, le modèle me paraît plus complexe à mettre en œuvre, mais pourquoi pas. Ok, bah écoutez, c'est une réflexion intéressante. Peut-être qu'on peut partir de cette... qui est amené à se développer. Je pense que ça peut être effectivement quelque chose qui est relativement intéressant à développer et à prendre en globalité. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup pour tous ces éléments-là. Donc c'est des sujets complexes auxquels on pourrait accorder beaucoup de temps. Malheureusement, on arrive pratiquement aux minutes qu'on nous avions prévues. Est-ce que peut-être chacun d'entre vous, vous auriez des mots de conclusion sur cette thématique pour conclure cette table ronde virtuelle? Qui souhaite essayer peut-être de résumer sa pensée, sa vision, ou son intérêt, ou est-ce que vous avez plutôt un avis favorable? C'est des solutions que vous considérez comme étant d'avenir et que vous avez plutôt poussé en fonction des différents sujets que vous avez évoqués? Bah, sur les contrats de PPP construction, en tout cas, hein, pour ce volet-là, moi j'avoue que je suis un peu réticent aujourd'hui, à part pour vraiment des petites opérations, comme on l'a dit, parce que je pense qu'il y a vraiment une dichotomie entre les grands groupes qui s'occupent de ça, parce que ce sont des très grands groupes en général, et qui sont beaucoup plus armés, et on est totalement démunis souvent. On l'a vu pour des grosses opérations, on est démunis face à ces grands groupes qui ont des cabinets d'experts, d'avocats, etc. Et les hôpitaux se retrouvent totalement démunis. On est tout petit par rapport à eux, même quand on est un très gros établissement. En revanche, sur tout ce qui est mutualisation, notamment d'équipements, eh bien moi j'y suis favorable. Quand c'est gagnant-gagnant, et que quand tout le monde y trouve son compte. D'abord, je pense que c'est bon pour les finances publiques, et je pense que souvent c'est très bon pour les établissements qui vont si chacun réussit à trouver voilà son intérêt à ce sujet, mais il ne faut pas non plus là qu'il y ait, parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises, il ne faut pas non plus là qu'il y ait une trop grosse distorsion entre les deux, parce que on a vu des établissements privés ou publics qui du coup avalaient entre guillemets l'activité correspondante, qui au début était parfaitement mutualisée et qui au final ne l'est plus du tout, et on voit que l'un des deux a pris l'ascendant sur l'autre. Donc c'est intéressant, c'est à développer, mais il faut que ce soit gagnant-gagnant, et je pense que sinon on arrêtera de le faire. Voilà. Très bien, merci. D'autres mots de conclusion? Moi, je ne peux qu'approuver. Une bonne solution, c'est quand on est gagnant-gagnant. Si on n'est pas gagnant-gagnant, ça ne pourra pas continuer. Donc là-dessus, on sera d'accord. Après, c'est des moyens pour arriver à ça. C'est vrai, je partage tout à fait ce que vient de dire M. Julien. C'est certainement un outil qui n'est pas inintéressant. Bon, et comme tout, il a généré des choses, peut-être des espoirs peut-être plus importants. Et je suis assez dans cette dynamique-là, dire que c'est probablement bien pour des opérations bien définies, bien ciblées, bien limitées. Merci. Revenir peut-être donc sur les deux axes de notre discussion. Donc, on sent bien qu'il y a un PPP plutôt à vocation construction, qui a une réputation assez péjorative. Je pense que, comme l'a dit Yann Dubien, il ne faut pas écarter complètement ces solutions. Elles ont sans doute un intérêt lorsqu'elles sont raisonnées. Et
je le rappelais tout à l'heure, le législateur souhaite qu'on soit dans cette démarche raisonnée en vérifiant que la soutenabilité est assurée. Et dans ce cas, le PPP est sans doute un bon moyen pour financer la modernisation et l'innovation. Il doit d'ailleurs en attendre d'autres. Et puis, revenir donc sur l'autre axe qui est le partenariat public-privé entre établissements de santé. Et là aussi, le contexte nous incite à le faire parce que ça correspond à une optimisation des ressources, une meilleure utilisation des équipements et des moyens, et que finalement, c'est également un outil de structuration de l'offre de soins à l'échelle d'un territoire. Donc, les représentants de l'hôpital privé que nous sommes, avec Michel Meunier, sont favorables à ce type de situation parce qu'elles sont gagnantes pour le contribuable au final. Très bien, merci beaucoup. On s'arrête là. D'autres mots ou d'autres personnes souhaitaient intervenir? Oui. Je vous en prie. Non, mais Jean-Michel Budet, je souhaitais dire que je partageais les conclusions apportées par les uns et les autres, avec, bon, pour nous, à Marseille, une réussite quand même sur un contrat de partenariat avec notre plateforme logistique. On considère Monsieur Budet, on ne vous entend plus. Peut-être que le son... Oui, allez-y, il y a une coupure. Si vous pouviez juste reprendre vos dernières secondes, il y a eu une coupure assez importante. Bon, je disais que je partageais largement ce qui a été dit par les uns et les autres, et que nous, on a eu une expérience à Marseille très positive de plateforme logistique, mais je pense qu'on avait très en amont préparé cette affaire avec une certaine maturité sur nos objectifs et avec un accompagnement juridique et financier très solide qui nous a permis de traiter, je dirais, d'égal à égal avec nos partenaires. Et aujourd'hui, on en tire des leçons pour le reste de l'hôpital parce que nous allons ouvrir dans quelques semaines un nouveau bâtiment médico-technique très important. Et il y a quelques mois, nous avons ouvert cette plateforme logistique. Et le jour de l'ouverture de la plateforme logistique, nous savions que nous avions un loyer à payer et que pendant 25 ans, nous avions une visibilité sur nos charges. Eh bien, nous essayons d'avoir la même réflexion et la même responsabilité avec un bâtiment que nous avons construit selon le mode le plus traditionnel possible. C'est-à-dire que le jour où on nous remet les clés, le loyer commence aussi à courir. Ce qui n'était pas forcément la culture de l'hôpital public. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'une autre personne souhaite dire quelques mots? Très bien, écoutez, je pense qu'on a essayé de faire le tour de cette question. Je vous remercie encore une fois d'avoir participé à cette table ronde donc, sur les partenariats publics-privés. Et je vous souhaite donc écoutez, une bonne fin de soirée. Et puis nous verrons à l'avenir le développement de ces solutions et comment elles se mettent en œuvre avec toujours un regard qu'on essaye nous de notre côté un peu européen pour voir ce qui se fait sur les différents pays. En tout cas, nous y serons de notre part attentifs et nous essaierons de communiquer entre autres sur ces sujets-là. Merci beaucoup et puis encore une fois, bonne fin de soirée à tous. Au revoir. Merci. Merci à vous, à très bientôt. Bonsoir. Merci. Au revoir.